Maintenant, on va se diriger vers Autoire. C'est pas loin d'ici. À droite, là. On appelle ça la barbe, mais c'est pas la barbe, c'est un canal. C'est bien, on va marcher comme ça, il fera pas trop chaud là, à la fraîche. Hein. Il y a un côté ombragé à l'aller et au retour, c'est au soleil, on verra la tour des Anglais. Le château de Montal a une particularité, c'est qu'en mars 1943, il a eu une visiteuse. Vous savez qui c'est? Ah ah, c'est la Joconde, qui est restée cachée au château de Montal jusqu'à la réinstallation du Louvre en 1945. Alors Autoire, c'est un village classé plus beau village de France et son cirque est classé espace naturel sensible. Et ils sont intégrés au grand site Midi-Pyrénées, Rocamadour, Vallée de la Dordogne. Voilà le plus beau village de France. Je vous parlerai tout à l'heure du label les plus beaux villages de France en allant sur Louvre-et-Sac. C'est pas simple de l'avoir, hein. Voilà le parking. Et ça coûte aux communes. Hein. Ils payent les communes hein, pour avoir le label. Et après, ils ont l'obligation de l'entretenir. Elle est naturelle celle-là. C'est une sorte de village fortifié qui faisait... Alors les châteaux des Anglais, on en trouve un peu partout. Hein. Il suffit qu'il y ait un trou dans le calcaire. Il y en a dans le cirque, descendre dans le cirque de Navacelle, je sais qu'ils appellent ça aussi le château des Anglais. On avait des nous avec nos amis, hein. C'est une construction médiévale. Hein. Là on devine juste en face là. On voit la fenêtre. On voit la fenêtre. Au bas de la falaise. Alors il y a une grotte dessous, ils ont bâti dessus. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Voilà.
Il est fermé. À la retraite. Quel âge il a, Giscard? Oh, il est né en 26, 92. Ah ouais. 92. Ah, Il lui coûte cher, oui. ah mais... ah, t'es chier. Mais c'est vrai, Ah, elle est bonne celle-là. parce que ça, Sarko, il va Voilà. C'est vraiment à C'est là gauche. qui est interdite. Ouais, mais moi j'avais pris celle-là aussi, de toute façon. Ah ouais, c'est bien marqué, ouais. Moi j'étais passé là, de toute façon aussi. Qu'est-ce que j'ai croisé le jour à Utrac? J'ai croisé Vélodie pour le gars avec son petit la grande. Tellerie du Crous. Ouais, c'était nul. Ça fait bien d'aller dans les champs. Ça fait bien d'aller dans les champs. Là. Le restaurant de la piscine là-bas. Et une piscine, là, on peut rester là-bas. C'est un peu plus loin à gauche. Mais profitez, vous avez le temps de regarder le paysage. La viande, non? La viande. Oui, minutes d'animation à la fois avec les Les principales, du bois, évidemment, qu'on a envoyé en bas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La noix et l'huile de noix, qui avait une énorme valeur commerciale. On allait avoir le fromage, le vin de l'intérieur, évidemment. Hein. Quoi d'autre? Une petite épice que l'on reproduit aujourd'hui à nouveau. Le safran, effectivement, j'ai entendu un safran du Quercy. Et puis il y avait aussi le lin du Quercy à l'époque. On faisait des étoffes, des draps en lin, qui étaient extrêmement réputés. Alors pendant longtemps, on ne remontait quasiment pas les gabarres. La plupart étaient démantelés une fois arrivés à bon port. En fait, le bois allait resservir pour des charpentes, des tonneaux ou alors simplement pour se chauffer. Et à une époque, on a commencé à en remonter de plus en plus. Alors pour différentes denrées, par exemple le sel, c'était primordial pour la conservation. Les produits venant des colonies, comme les épices et le rhum, ça n'avait pas que pirates. Et puis aussi, on remontait pas mal de poissons. Alors notamment de la morue, on la mettait dans des sacs, qu'on accrochait au gouvernail, on faisait dessaler la morue comme ça pendant que ça remontait. Elle est arrivée par chez nous, on en faisait une espèce de brandade de morue. Dans l'Aveyron, c'est devenu une spécialité, hein, l'estofinade. Et alors pour remonter, mais comment ils faisaient à l'époque? Il n'y avait pas le moteur. Deux techniques, soit la voile, soit le halage. Alors chez nous, les voiles, on oublie, ils ne s'en sont pas servis. Le vent est trop irrégulier à cause des falaises, ça va dans tous les sens. Donc ils tiraient ces gabarres, ils accrochaient de très longues cordes sur le mât qu'il y a à l'avant, tout en haut, ils tendaient les cordes sur la berge, et là on mettait soit des animaux, ceux qui avaient tout d'argent, le plus souvent c'était des êtres humains qui allaient tirer sur ces bateaux. Hommes, femmes, enfants, hein. C'est l'ancien temps, donc on prenait évidemment toute la main d'œuvre disponible. Alors nous, comme c'est moderne, ce ne sera pas sportif pour vous. Si tout va bien, hein, on garde des cordes des cordes en rab, et on a un moteur diesel 85 chevaux qui nous permet de remonter aisément le courant. Alors cette rivière part donc de Lozère au pied du mont Goulet, à 1300 mètres d'altitude, et parcourt 485 km pour rejoindre la Garonne à côté d'Aiguillon.
presque 500 km, ça en fait la deuxième rivière la plus longue de France, juste après la Marne. Alors sur une carte, quand on regarde sur la carte côtière ou une ligne de géographie, ça paraît plus court. Bah oui, parce que le Lot tourne énormément. Surtout dans notre secteur, il y a très peu de lignes droites. On a beaucoup de boucles. Le plus bel exemple, c'est la capitale Loto, Cahors. C'est une presqu'île qui est calée dans un méandre de cette rivière Lot. Et la profondeur moyenne, faible, je vous le disais. En ce moment, on a à peu près 1,60 m de profondeur moyenne. Bon, j'ai bien parlé de moyenne, on n'a pas pied partout, ce serait quand même magique. Il y a quelques trous de 5 ou 10 mètres de profondeur, mais c'est vrai que dans l'ensemble, il y a très peu de fond, d'où l'utilisation de ces bateaux à fond plat. Alors le chemin de halage utilisé nos ancêtres est sur notre droite. Arrivé là, il y avait un problème. On le voit devant nous, les falaises de Ganil. Elles vont entre 40 et 60 mètres au-dessus du Lot, et tombent en un pic dans la rivière. Alors, certaines légendes disent qu'ils avaient tout là-haut pour tirer les gabarres. Ce sont des légendes sans fondement, hein. On est d'accord, c'est quand même bien trop, là la moindre chute, elle peut être fatale. Donc en fait, ils faisaient des zigzags. Ils partaient côté gauche, dans la réalité. Sur la rive qui est sur notre gauche, il n'y avait pas d'arbre. Il y a souvent des problèmes. C'est un terrain argilo-sableux, donc dès qu'il pleut, ça devient un marécage. Tirer des gabarres de 10-15 tonnes, voire plus, en remontant la rivière, en pas tout dans la boue, c'est pas évident. C'est pourquoi, quand le trafic s'est intensifié, ils ont commencé à creuser toute la partie basse de la planète. Ça leur a pris 4 ans, de 1843 à 1846. Ils y sont allés à coups de pique, de pioche et de baramine. L'explosif utilisé à l'époque, c'était la poudre noire, la poudre à canon. Alors ils ont fait très attention en l'utilisant, parce qu'on est sur une roche calcaire. Ça veut dire qu'il y a des fissures partout, donc ils craignaient que toutes ces boules. La falaise serait tombée à l'eau, ça n'aurait pas arrangé leur passage. C'est pourquoi ça leur a pris autant de temps. Alors aujourd'hui, c'est plus vraiment un chemin de halage. Quoi qu'il y a encore des bateaux en panne, des fois à tirer, juste pour sortir l'écluse. C'est devenu un chemin de grande randonnée, une attraction touristique, c'est une des variantes des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est de plus en plus pratiqué. Et ça reste avant tout un ouvrage fluvial unique au monde, dans un cadre en plus qui est tout simplement exceptionnel ici. Bon, je suis peut-être un peu chauvin, mais c'est quand même beau.